Eh bien, en ce moment même, pendant qu'on en parle, des milliers, littéralement des milliers de faux comptes sur le réseau social X sont délibérément détruits jusqu'à la dernière trace. Oui, Chaque jour, sans exception. Et les personnes qui appuient sur le bouton pour lancer ce processus gagnent des millions. écoute, ça paraît paradoxal, mais c'est un fait. On a l'habitude de penser que les réseaux sociaux, c'est un endroit où il faut préserver sa réputation, construire son audience pendant des années, développer sa marque personnelle. Exactement, à s'inquiéter pour chaque abonné. C'est ça. Et là, on voit une approche totalement opposée, je dirais même industrielle. C'est du pur travail à la chaîne. Oui. Et pour ceux qui sont pas au courant, on a mis la main sur une fuite assez intéressante. Il s'agit d'un enregistrement vidéo d'un briefing privé et d'une documentation technique assez volumineuse. Ce ne sont absolument pas des documents destinés au grand public. Ouais, c'est plutôt le genre de choses qui se discutent dans les coulisses de conférences technologiques très spécialisées, où l'on n'entre que sur invitation. Ouais. Les documents décrivent une stratégie massive et entièrement automatisée de génération de trafic. Elle repose sur la synergie entre la plateforme X, donc l'ex-Twitter, et un système qu'ils appellent SpaceAd. Pour être honnête, j'ai vérifié les chiffres 2 fois en préparant notre entretien, et l'ampleur de cette architecture oblige vraiment à repenser tout ce que l'on sait sur le marketing. Absolument. Et notre objectif aujourd'hui, dans le cadre de cette analyse approfondie, c'est de déconstruire ce mécanisme, de le démonter pièce par pièce et de comprendre précisément comment il fonctionne d'un point de vue technique. Et précisons tout de suite un point important. SpaceAd, dans ce contexte, ce n'est pas une agence SMMM classique, ni une régie publicitaire. Oui. C'est une architecture logicielle très complexe, une infrastructure calculée mathématiquement, qui en fait se superpose au réseau social. Comment parasite. Disons plutôt comme un symbiote, mais oui, c'est de l'ingénierie sociale à l'état pur. Aujourd'hui, nous n'analysons pas un énième cours en ligne sur la rédaction de titres accrocheurs, mais une technologie qui automatise la captation de l'attention humaine à un niveau tout à fait inédit. Alors, mettons un peu d'ordre dans tout ça. Avant de plonger dans les serveurs, les adresses IP et les algorithmes, il faut comprendre la raison. Pourquoi quelqu'un aurait-il eu besoin de créer un tel monstre? La raison, en réalité, est toute simple. L'ancien modèle d'attraction de l'attention s'est effondré. Il ne fonctionne plus. D'ailleurs, le briefing donne un excellent exemple tiré du business en ligne classique. En général, toute la structure repose sur un petit groupe de personnes. Oui, le service commercial classique. Exactement. Disons qu'il y a 10 managers actifs ou disons des partenaires. Ils écrivent manuellement des posts et envoient des invitations en message privé pour des webinaires, essaient de lancer des discussions dans les commentaires. Et c'est inévitable. Oui, inévitablement, au bout de quelques mois, ils finissent complètement épuisés. Et la principale plainte dans ce secteur est toujours la même. Il n'y a plus de gens. On n'a plus personne à qui vendre. Mais là, dans ces documents, on trouve des statistiques sur les recherches en ligne. Oh, ces chiffres sont impressionnants. Ouais. Rien que sur Yandex, il y a 10 millions de recherches par an sur le thème «Comment gagner de l'argent en ligne». 10 millions. La demande est tout simplement énorme. Et fait là qu'on se heurte à un dysfonctionnement systémique. Si on relie ça à la situation globale, le problème n'est pas que les managers s'épuisent, ni même le produit en lui-même. Alors, c'est quoi le problème? Le problème, c'est l'inefficacité totale de la distribution. L'entreprise a un produit, 10 millions de personnes en font la demande. Mais comment les mettre en relation? Si on suit la voie classique et qu'on essaye d'acheter de la publicité ciblée pour ces 10 millions de personnes, les algorithmes des régies publicitaires vont tout simplement engloutir le budget. En une seconde. Oui. La concurrence est énorme. Les coûts par clic augmentent chaque mois. Les utilisateurs souffrent depuis longtemps de la cécité aux bannières. Ils ne voient même plus ces publicités. Du coup, l'ancienne méthode, c'est un peu comme essayer de retourner un champ avec une cuillère à café en compétition avec des pelleteuses industrielles. C'est une analogie parfaitement juste. Tout faire à la main ou se reposer sur les régies publicitaires classiques de Facebook ou Google, c'est la garantie de perdre. Oui. C'est pourquoi les créateurs du système dont nous parlons ont choisi une approche totalement différente. Ils ont abandonné la publicité centralisée au profit d'un réseau algorithmique décentralisé. Et c'est là qu'on arrive sans doute au point le plus intéressant, à l'architecture. Pourquoi ont-ils choisi précisément la plateforme X? Pourquoi pas Instagram, pas Telegram ou même TikTok après tout? C'est un choix purement technique. Les algorithmes de modération de X sont conçus de façon assez particulière. La plateforme est très tolérante envers le contenu lui-même. En termes de liberté d'expression. Oui, exactement.
Tu peux parler de crypto-monnaie, d'arbitrage de trafic, d'investissement douteux, des sujets pour lesquels, sur d'autres réseaux, tu risques facilement un shadowban immédiat ou la suppression de ton compte. Oui. SpaceAid ne te bloque pas pour le sens de tes propos, mais pour des actions manifestement automatisées et de type spam. Et les développeurs de SpaceAd ont compris qu'on pouvait contourner cette règle de modération simplement grâce aux mathématiques. Contourner le système. Dans la documentation, ce concept s'appelle la pyramide de transit. Ça paraît compliqué, bien sûr, mais en réalité, c'est une structure génialement simple à 3 niveaux. Ah oui. Explique comment t'as perçu ça. Le niveau inférieur, c'est une énorme masse, environ 500 soi-disant comptes techniques. Ce sont des bots. Le niveau intermédiaire, 10 comptes personnels que les auteurs appellent des blogueurs. D'ailleurs, leur création ne coûte que quelques dollars chacun. Et enfin, le niveau supérieur, c'est un seul compte principal où se concluent en fait les transactions. Quand je lisais ça, ça m'a fait penser à une analogie avec une campagne de relations publiques agressive dans les rues de la ville. C'est une comparaison intéressante. Comment tu expliquerais ça simplement? Alors, regarde, imagine qu'un homme d'affaires ait 500 rabatteurs dans la rue. C'est le niveau inférieur. Ils sont à chaque carrefour, crient, distribuent des flyers en pleine figure aux passants et créent juste un vacarme général. Un vrai chaos. Oui, un chaos. Toute cette foule de rabatteurs dirige les curieux intéressés vers 10 boutiques joliment aménagées. C'est notre niveau intermédiaire. Là-bas, c'est calme, c'est beau, et on commence à parler normalement avec les gens. Et les clients les plus chauds, parmi ces 10 boutiques, sont emmenés dans l'unique bureau VIP à l'étage supérieur pour signer un vrai contrat. L'analogie est exacte, mais elle n'exclut pas la magie technique du processus. Ce qui est vraiment fascinant ici, c'est la manière de contourner les blocages. Tu comprends, si 500 rabatteurs commencent à crier en même temps la même adresse, ou si 500 bots publient le même lien sur X, eh bien, les filtres anti-spam de la plateforme vont les bloquer en quelques millisecondes. Alors, comment est-ce qu'ils contournent ce blocage? Après tout, les algorithmes de X ne sont pas idiots. Grâce au concept de randomisation. C'est là que les maths entrent en jeu. Si on imagine qu'il y a 100 partenaires dans le système et que chacun possède 10 comptes de niveau moyen, ça fait au total 1000 liens uniques vers ces boutiques. Ouah, 1000! Et quand 500 comptes techniques de base commencent à mentionner de façon totalement aléatoire 1000 liens différents, qui ne sont techniquement pas reliés entre eux, les algorithmes du réseau social ne perçoivent tout simplement pas cela comme une attaque de spam ciblée. Parce qu'il n'y a pas de vecteur unique. Exactement. Il n'y a pas de schéma unique. Pour l'intelligence artificielle de X, ça ressemble à une activité naturelle et décentralisée. C'est juste plein d'utilisateurs qui discutent de profils différents. Autrement dit, ils cachent littéralement leur trafic dans un chaos mathématique. C'est malin. Mais attends, les algorithmes ne vérifient pas que les liens. Quoi d'autre alors? Ils vérifient d'où se connectent ces personnes. Je parle du matériel. Si une seule personne gère 10 comptes de niveau intermédiaire depuis son ordinateur portable à la maison, X va immédiatement les relier par l'adresse IP, par le matériel et bloquer tout le réseau d'un coup. C'est pourquoi, au niveau intermédiaire, on utilise ce qu'on appelle des navigateurs ADS, ou navigateurs anti-détect. Et ici, il est important de comprendre la mécanique de ce que les techniciens appellent le fingerprinting. En gros, il s'agit de falsifier l'empreinte numérique. Arrêtons-nous un peu là-dessus, parce que c'est important. Qu'est-ce que ce navigateur modifie exactement? Quand on se connecte à n'importe quel site, la plateforme ne lit pas seulement l'adresse IP. Elle voit la résolution de l'écran, la version du système d'exploitation, la quantité de mémoire vive, voire même les polices installées sur l'appareil. Et sûrement aussi les packs de langue. Oui, tout ça. Et tout cela ensemble forme une empreinte numérique unique pour l'utilisateur. Eh bien, le navigateur ADS permet de générer une toute nouvelle empreinte pour chaque onglet ouvert. Donc chaque onglet, c'est comme un nouvel ordinateur. Oui, pour les algorithmes de sécurité de X, ça donne l'impression que 10 comptes sont lancés depuis 10 appareils physiques différents. Par exemple, le premier onglet, c'est un iPhone à Paris, le deuxième, un MacBook à Tokyo, le troisième, une vieille tablette à Berlin. Le système imite complètement de vrais appareils. C'est incroyable. D'accord, ça règle les problèmes de niveau intermédiaire. Les comptes boutiques sont en sécurité. Mais il me reste une énorme question concernant ces 500 rabatteurs du niveau inférieur. Quoi? La plateforme va quand même remarquer leur comportement anormalement agressif. Ils laissent des commentaires en masse, taguent des gens au hasard. Ils vont se faire bloquer. Comment faire vivre ces 500 comptes au quotidien?
C'est justement là qu'on trouve l'idée la plus provocante et radicale de tout le système. En fait, il n'y a pas du tout besoin de les faire vivre. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Ces 500 comptes agissent de façon aussi agressive justement parce que leur bannissement fait partie du plan. Ils sont programmés pour être grillés. Sérieusement? Ouais. Ce n'est pas une erreur de marketing, c'est un cycle de production prévu dès le départ. Écoute, mais ça va complètement à l'encontre de la logique classique du SMM. D'habitude, les marketeurs tremblent pour chaque publication, valident chaque mot, ont peur de mettre un hashtag de trop, de peur de finir en shadowban. Mais là, lors du briefing, l'intervenant utilise une métaphore très parlante. Il compare ce système à une fusée d'Elon Musk qui part vers Mars. Oui, oui, c'est une excellente analogie. Développe un peu plus cette idée. Alors regarde, ces 500 comptes du bas, ce sont les boosters de la fusée. Ils sont remplis de carburant. Leur seul but dans la vie, si on peut dire, c'est de fournir une puissance maximale, de créer une poussée énorme et de finir par se consumer dans les couches denses de l'atmosphère. Oui, je vois. Ils doivent être éliminés par la plateforme car leur disparition permet de placer la charge utile, c'est-à-dire le trafic, en orbite directement entre les mains des 10 comptes moyens, qu'on protège ensuite comme la prunelle de ses yeux. Ah. Dans les documents, ces comptes moyens sont même comparés à un appartement prestigieux à Londres, qui est loué pendant des années et accumule du capital social. C'est un exemple brillant d'asymétrie du risque. Ce concept remet complètement en question toutes les stratégies classiques de SMM. Le système utilise le niveau inférieur simplement comme un consommable bon marché et renouvelable. La création de nouveaux comptes techniques est entièrement automatisée. Donc la perte, disons, de 200 ou 300 bots en une journée n'affecte en rien la stabilité de l'architecture. C'est juste une chaîne de production froide. Exactement. L'essentiel, c'est protéger les niveaux intermédiaires et supérieurs qui accumulent la véritable audience. D'accord, j'ai compris. On a lancé cette fusée, on a grillé des centaines de comptes pour générer de l'attention, on a provoqué cette tempête médiatique. Soyons honnêtes, le trafic que rapportent ces bots kamikazes, c'est un chaos total et incontrôlable. Bien sûr, c'est la matière brute la plus sale qu'on puisse imaginer. Exactement. Il y aura des gens au hasard qui passaient par là, des amateurs de concours gratuits pour gagner des iPhones, des bots d'autres réseaux, des fous, des gens venant du trafic de recherche qui ne comprennent même pas l'anglais ou le russe. Comment ce système filtre-t-il tout ce bazar? Oui. Si on confiait le traitement de ce trafic à de vrais commerciaux, ils deviendraient fous dès le premier jour. C'est sûr. Et là, on passe de l'ingénierie sociale à l'automatisation stricte des processus métiers. Les documents décrivent un mécanisme de génération de 700 000 liens uniques avec des QR codes par mois. 700 000? Et tout ce flux chaotique de trafic brut n'est pas dirigé directement vers des personnes. Personne ne leur parle tout de suite. Tout ce flux est envoyé dans un tunnel automatisé qui commence par un simple quiz. C'est-à-dire un questionnaire interactif. Et ce questionnaire fonctionne en parallèle dans 5 langues différentes. La personne clique sur le lien, arrive sur la page et commence à répondre aux questions. Pourquoi elle est là, quelle expérience elle a dans le business, ce qu'elle recherche en fait. Et à cette étape, 90% du trafic non ciblé s'évapore. Ils ferment simplement la page. Bien sûr, les bots, les curieux, les amateurs de gratuité ne vont tout simplement pas jusqu'au bout du quiz. Et les rares personnes qui vont jusqu'au bout sont déjà psychologiquement impliquées dans le processus. On peut dire qu'elles sont déjà chauffées. Et où vaut-elle après le quiz? Ensuite, c'est un module logiciel que les auteurs du système appellent le revolver qui entre en jeu. Ouh, ça sonne un peu menaçant. Le revolver? Comment ça fonctionne techniquement? En réalité, le nom reflète très bien l'essence de la mécanique. Si l'on imagine le barillet d'un revolver, le programme répartit automatiquement les leads ayant passé la filtration entre les partenaires, strictement à tour de rôle. C'est-à-dire en boucle. Le premier client chaud est dirigé vers le compte du premier partenaire. Le barillet tourne, le client suivant va au deuxième partenaire, le barillet tourne à nouveau, et ainsi de suite en boucle. Cela élimine complètement ce facteur humain. Et les disputes au sein de l'équipe commerciale pour savoir à qui revient le meilleur lead. Oui, aucun conflit. Le répartiteur s'occupe de tout le sale boulot de tri. Attends, mais même quand le client arrive chez un partenaire précis sur un compte intermédiaire, il faut quand même échanger avec lui. Sur Wix, les gens posent souvent les mêmes questions de base dans les commentaires. Tu veux dire que ces 10 personnes passent vraiment leur journée à taper les réponses à la main? Et c'est là que le système fait son prochain pas très élégant, en utilisant les outils officiels et légaux de la plateforme elle-même.
Les documents mentionnent le mode développeur de Wix. C'est celui qu'on peut officiellement acheter pour 20 $. Et grâce à cet accès légal, les créateurs de SpaceAd connectent ce qu'on appelle des smart avatars. C'est-à-dire des avatars intelligents. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est juste des bons vieux chatbots? Non, ce ne sont pas des bots classiques qui répondent selon un script appuyez sur 1 pour connaître le prix. Ce sont de véritables réseaux neuronaux intégrés directement dans les comptes. Ils analysent le contexte de la publication, lisent les longs commentaires et peuvent engager d'eux-mêmes un dialogue cohérent avec des clients potentiels. Incroyable! Ils sont capables de traiter les premières objections, de répondre aux questions courantes et surtout de maintenir l'illusion d'une conversation avec une vraie personne. Le partenaire humain n'a plus qu'à intervenir à la toute dernière étape. Juste pour encaisser l'argent. Oui, pour conclure la vente. Écoute, c'est juste... Enfin, j'ai pas de mots. Ça change complètement toute l'économie du processus. Le système ne se contente pas de générer des clics sur Internet. Il remplace carrément tout un service commercial, tout un étage d'employés. Oui, la barrière à l'entrée pour utiliser cette technologie baisse de façon colossale. N'importe qui peut gérer ça. Et la fuite montre que les auteurs ne comptent pas s'arrêter à la plateforme X. Et où vont-ils encore? Ils prévoient une intégration avec 7 plateformes différentes. Il est même question d'arriver sur la plateforme OnlyFans en utilisant des modèles d'IA. J'ai lu ça dans le rapport. C'est là où les comptes sont ceux de filles totalement inexistantes? Oui, générés par un réseau neuronal. Oui. Géré par ce genre de script de conversation, chacun de ces comptes rapporte entre 3 et 30 000 $ de revenus par mois. C'est de l'automatisation pure du flirt. Il y avait aussi des projets d'intégrer leurs propres liens publicitaires directement dans les résultats de recherche de grands modèles linguistiques, comme ChatGPT et Grok. C'est une évolution tout à fait logique. Les algorithmes s'intègrent simplement à d'autres algorithmes. Écoute, toute cette architecture avec des revolvers, des bots qui brûlent vifs et des avatars neuronaux, on dirait l'ébauche d'un roman de science-fiction façon cyberpunk. Je suis d'accord. Mais on n'est pas là pour discuter de simples théories. Le briefing présente des chiffres très précis et bien documentés. Ce truc fonctionne déjà aujourd'hui. Quelle métrique montre-t-il exactement là-bas? Il présente l'expérience des créateurs. Une structure de 500 000 personnes a été mise en place dans le cadre du projet World ID. C'est une masse énorme. Dans un autre cas bancaire, ils ont attiré 55 000 clients cibles. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est leur exemple de 2021. Quoi? Un chiffre d'affaires de 29 millions de dollars, Sur quoi exactement ont-ils réalisé un volume aussi fou? en recherchant des expatriés russophones via Twitter. Intéressant. La logique est tout simplement irréprochable quand on y pense. L'algorithme de bas niveau était configuré pour rechercher des phrases clés spécifiques. Par exemple, brocante Canada ou, je sais pas, vent canapé à Berlin. C'est-à-dire qu'ils ne cherchaient pas un large public abstrait. Ils visaient très précisément des micro-communautés déjà constituées. Oui. La question se pose, pourquoi précisément les expatriés? C'est le cas. Parce que ce sont des personnes avec une mentalité facile à comprendre. Ils sont souvent coupés de leur environnement habituel, subissent du stress et cherchent des services dans leur langue maternelle. C'est plus confortable pour eux. Après avoir trouvé ces migrants, le système, en passant par eux comme par un pont, atteignait ensuite la population locale, celle avec un fort pouvoir d'achat. Une solution élégante. Vraiment. Et tu sais combien de temps il fallait à une personne pour faire tourner toute cette machine? Eh bien, vu les volumes, j'imagine que c'était un temps plein. D'après le document, il ne fallait qu'entre 1 heure et 1 heure et demie par jour pour gérer 10 comptes de taille moyenne. C'est tout. Le système faisait 90% du travail tout seul. Ceux qui ont compris ce mécanisme dès le début, en gros, ne font qu'imprimer du trafic. C'est ce qu'on appelle, dans le monde des affaires, une innovation de rupture. Elle casse tout simplement les anciens marchés, sans ménagement. Si on imagine la confrontation de ces deux mondes, d'un côté le petit commerce classique, 10 personnes entassées dans un bureau étouffant, qui cherchent des idées créatives pour leur poste, achètent du ciblage, essaient de contourner les filtres anti-spam à la main, discutent avec chaque client. Ils boivent des litres de café et finissent en burn-out au bout de 2 mois. Exactement. Et de l'autre côté, un réseau décentralisé de 10 000 comptes synchronisés qui fonctionne comme un mégaphone numérique impitoyable et unifié. Le système est incroyablement scalable. C'est clair. La puissance de cette communauté, où chaque compte possède une empreinte numérique unique de navigateur,
crée une charge répartie telle que même les algorithmes de blocage les plus avancés ne peuvent pas y faire face. C'est une véritable usine qui transforme l'attention humaine brute en résultats financiers prévisibles. Bon, alors, récapitulons ce qu'on a déconstruit aujourd'hui. On voit clairement que l'ère de la recherche manuelle de clients sur les réseaux sociaux touche objectivement à sa fin. L'architecture proposée par SpaceAid et la plateforme X, c'est une pyramide à 3 niveaux. Le niveau inférieur génère du chaos et se consume massivement, comme du carburant pour fusée. Ouais, c'est ça. Ensuite, des tunnels de vente automatisés, des quiz multilingues et les programmes Revolver filtrent tout ce chaos en éliminant les déchets. Et enfin, l'intégration des réseaux neuronaux via l'API permet de mener des dialogues pertinents avec les clients sans aucune intervention humaine. L'essentiel, c'est que toute personne qui essaye aujourd'hui de mettre en place des processus dans l'environnement numérique doit comprendre comment fonctionnent ces mécanismes. Il est important de préciser, nous ne sommes pas ici pour inciter à utiliser ces méthodes ou pour les juger moralement. Nous ne faisons que constater l'effet de la création de cette machine. Mais quelle que soit l'opinion qu'on en ait, c'est notre nouvelle réalité. C'est sûr. Si une entreprise continue de compter uniquement sur la portée organique, en pensant qu'un bon article sera simplement liké et partagé, ou qu'elle gaspille son budget dans un ciblage publicitaire de plus en plus cher, c'est qu'elle ne comprend tout simplement pas contre qui elle joue réellement. Ignorer l'existence de telles technologies aujourd'hui, c'est rester aveugle. Vous jouez contre des machines. Oui, contre des usines automatisées de captation d'attention qui ne dorment jamais, ne demandent pas de salaire, ne prennent pas de congé maladie et sont capables de générer des dizaines de milliers de points de contact par seconde tout en imitant parfaitement des êtres humains. Et la barrière d'accès à ces technologies est en train de s'effondrer à toute vitesse. Tu sais, tout cela amène à une réflexion très profonde, un peu effrayante, qui va même au-delà des documents que nous avons étudiés aujourd'hui. Nous avons vu comment l'intelligence artificielle répond déjà aujourd'hui à de vraies personnes dans les commentaires, en se faisant passer pour des personnages fictifs. Nous voyons comment des scripts orientent notre attention humaine. Où veux-tu en venir? Regarde, si des revolvers de ce genre, des réseaux de bots jetables et des smart avatars deviennent la norme industrielle partout, à quel point sommes-nous proches du moment où l'IA d'une entreprise commencera à faire la publicité agressive de ses services auprès de l'IA d'une autre entreprise? Waouh! Les algorithmes vont analyser d'autres algorithmes, les bots vont vendre à d'autres bots, et nous, les êtres humains, serons complètement exclus de cette équation. Nous ne ferons qu'observer les machines qui échangent une attention que nous n'avons déjà plus depuis longtemps. C'est, c'est vraiment une chose qui donne matière à réflexion. Laissons cette question en suspens jusqu'à la prochaine immersion.